Bonjour et bienvenue au show Minter Dialogue, épisode numéro 117. Aujourd'hui, mon invité est Nathalie Rodari. Nathalie est fondatrice et inspiratrice du leadership humaniste. Elle est coach des dirigeants, speaker et auteur. Son nouveau livre, aux éditions Guy Trait-Daniel, s'intitule « Nouveau monde cherche nouveaux dirigeants, leadership humaniste ». Dans cette conversation avec Nathalie, nous discutons c'est quoi être un leader humaniste? Pourquoi c'est important aujourd'hui? Comment s'infuser de conscience? Comment travailler sur la reconnaissance de soi et convertir les hommes et femmes qui ont besoin d'être éclairés? Une conversation inspirante. Plongeons alors dans cette nouvelle émission. Bonjour Nathalie Rodari, ça fait longtemps on se connaît. Tu étais basée à Paris, tu avais une mission dans la vie et là, tu as sorti un livre qui s'appelle « Nouveau monde cherche nouveaux dirigeants » aux éditions Guy Trait-Daniel. J'ai adoré ton livre. Je trouve qu'on est sur un très grand chantier et donc je voulais en parler ensemble. Nathalie, dans tes mots, comment tu souhaiterais te présenter? Me présenter. Bon, je peux me présenter de plein de façons. Je dirais que déjà humaniste fondamentalement. Fondamentalement, ça a toujours été le fil directeur, c'est-à-dire l'évolution de l'humanité, ça a toujours été le fil directeur de tout ce que j'ai fait, et avec je l'ai fait à la fois dans les entreprises que j'ai créées, à la fois dans les chansons, parce que je suis aussi auteur-compositeur que j'ai créé, et puis dans les livres. Mais voilà, je suis vraiment tout ce qui peut contribuer à l'éveil des consciences humaines. Ça a toujours été mon fil directeur depuis que je suis toute petite, avec cette conscience aiguë de ça. Voilà. Alors, et je voudrais que tu nous exposes comment c'est arrivé, parce qu'en fait, évidemment, tu es né, tu commences à lire. Est-ce qu'il y avait quelque chose qui avait tic, ça y est, c'est là où je vais aller. Comment? Parce qu'en fait, évidemment, il y a la conscience se développe et tu as grandi là-dedans, mais est-ce qu'il y avait quelque chose qui t'a mis sur ce chemin? Alors, il y a trois choses. Il y a une chose de début de naissance, mais vraiment, voilà, à ma naissance, une chose vers les 13 ans, et puis après, quand je suis rentrée dans le monde professionnel. Mais alors, la première des choses, c'est, je suis née, ma sœur aînée, enfin une de mes sœurs aînées, puisque j'en ai deux, mais est handicapée mentale. Et donc dite à l'époque anormale, voilà. Et on a partagé la même chambre jusqu'à l'âge de 9 ans. Et moi, je suis arrivée dans ce monde, j'ai envie de dire, avec une conscience aiguë de tout ce qu'allait pas, les incohérences que je voyais autour de moi, les masques que portaient tous les gens. Et en fait, tout ce dont on est en train de parler aujourd'hui, ou même l'état de la planète, ou la façon dont... pour moi, ça me sautait aux yeux de façon évidente. Et je ne comprenais pas que les gens ne voyaient pas. Voilà. Et en même temps, je voyais que j'avais une sœur dite handicapée mentale, qu'on disait anormale, et avec elle, je partageais des dimensions de conscience que les gens dits normaux, dont mes parents et dont plein d'autres gens, je ne voyais pas, je les voyais dans l'inconscience. Donc j'avais cette espèce de le monde tel qu'il était, qu'on disait qu'il était tout très bien, et moi je disais mais ça va pas, voilà. Et puis ma sœur dit anormal, je me disais mais qu'est-ce qui est anormal chez elle en fait? Voilà, donc et tu vois, on parle de bienveillance, on parle de conscience, d'humanité, etc. Ma sœur était, enfin elle est toujours complètement là-dedans. Donc on partageait ensemble on était dans un autre monde ensemble, et l'autre monde dit monde normal, qu'on le voit aujourd'hui, je le voyais comme quelque chose de malade en fait. Mais vraiment de malade. Donc Incroyable. ça, c'était dès le début. Donc, si tu veux, j'avais à la fois la normalité qui faisait pour m'insérer dans le monde actuel, hein, parce qu'au moins ma sœur avait l'étiquette anormale, donc elle pouvait être en dehors complètement du système, mais moi pas. J'étais dite anormale, mais j'avais dans ma façon de fonctionner, de questionner, de regarder le monde, j'étais ailleurs. Mais ça ne pouvait pas se dire, ça ne pouvait pas se montrer.
Voilà. Hmm. Donc ça, Ouais. c'était le premier point. Après, j'ai grandi avec ça, mais avec une grande angoisse parce que je voyais que toutes ces figures d'autorité, alors ça commence par les parents, la famille élargie, l'école, L'école. etc., enfin tout ça. Et je me disais, mais avec cette angoisse terrible de se dire, mais comment je vais m'insérer moi dans ce monde-là où j'ai pas ma place, parce que je ne suis pas comme ça. Et puis je me suis dit: «Mais dépendre de figures d'autorité que je trouve», alors certes, elles ont fait toutes les grandes études, voilà, parfait, mais je les trouve d'une grande inconscience dans les choses, hein, peut-être beaucoup d'intelligence, mais peu de conscience, et je me voyais pas, je me disais: comment je vais faire moi?» Et du coup, je cherchais, mais alors j'ai un peu tout essayé, hein. Je me suis dit: «Est-ce que si je suis bonne sœur?» Mais bon, les religions, je me suis dit: «Non, ça va pas, elles sont pas avancées elles non plus». Enfin, voilà, j'ai cherché, et puis, j'en étais quand même assez triste et angoissée, et à 13 ans, un cousin à moi m'a mis un bouquin, il faisait médecine, il m'a mis un bouquin dans les mains, qui était sur des guérisseurs. Ça m'a emmenée tout de suite en Asie du Sud-Est et je suis tombée sur le bouddhisme. Et là, ça a été donc, après le normal, anormal de ma sœur, et ce questionnement dans le monde, qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui l'est pas? Croiser le bouddhisme a été une sortie déjà du monde occidental pour moi, et en fait, quand j'ai croisé le bouddhisme, je me dis: «Mais c'est ça et que je cherchais», et qui en fait, c'était comme si je me reconnectais ou je retrouvais quelque chose que je connaissais déjà, et sachant que le bouddhisme n'est pas du tout une religion, mais est une voie d'éveil de la conscience. Voilà, et la voie pour y parvenir. Donc après, j'ai plus jamais lâché ça. Et puis les figures d'autorité, bah, j'ai passé ma vie à questionner Hmm. les figures d'autorité. Ça a commencé dans ma famille, mais bien après. Et après, bon, j'ai fait une école de commerce, mais c'est sûr que j'ai tout de suite travaillé dès le départ sur les fonctions de direction. Et après, j'ai toujours travaillé avec des dirigeants, c'est-à-dire avec des personnes qui sont à la tête d'eux, parce que je me suis dit: «Mais c'est pas possible, quand on est à la tête d'eux, on a un impact énorme sur ceux CE et ceux CEUX dont on a la responsabilité, et si notre conscience, elle est à ce niveau-là, mais qu'est-ce que l'on peut faire de plus éclairé que le niveau où on en est?» Tu vois? Donc voilà, et après, bon, j'ai créé 3 entreprises, mais j'ai toujours été, ça a toujours été sur les s'adressant aux personnes qui sont à la tête d'eux. Voilà. Hmm. Génial comme parcours et très clair. Le début de ton livre, il présente le contexte et j'ai envie de dire c'est une image qui est assez catastrophique dans le sens où tu parles de tous les gens corrompus à la tête, notamment politiques, les problèmes, la crise de l'écologie, les problèmes de médecine en France, l'éducation. Et j'avais l'impression, je voulais te poser la question, est-ce qu'on a besoin d'arrêter de progresser? Parce qu'en fait, si on est arrivé là, c'est qu'on a ce espèce de moteur qui nous pousse à toujours faire plus, toujours faire mieux, toujours faire. Mais en attendant, on a perdu la réalité, en tout cas, on a perdu le sens de la vie. Oui, et ta question, du coup, tu dis: «Est-ce qu'il faut continuer à progresser?» Ou Oui, c'est comment est-ce qu'on est arrivé là? Et est-ce qu'on a besoin de changer le système au total? Oui. Bah, alors on en est arrivé là, j'ai envie de dire, de façon normale. C'est-à-dire que là où on en est n'est que la suite, conséquence de nos façons de fonctionner et de nos façons de penser, d'agir, de voir. Donc ça, j'ai envie de dire, quand la conscience est assez déployée chez les gens, ils voient que de toute façon, on va vers ça. Moi, je le voyais toute petite aussi, et d'autres personnes le voient depuis longtemps. Donc, je veux dire, c'est juste la conséquence logique. Mais la question, en fait, c'est la question que tu poses, c'est la question du progrès. Et le progrès, heu, on est aujourd'hui en plein progrès. C'est-à-dire, le vrai progrès, c'est un progrès de l'éveil des consciences, mais c'est pas un progrès, c'est pas l'intelligence. La conscience, si tu veux, c'est comme un, moi j'aime bien prendre cette image, tu vois un halogène. Bon, le halogène, si tu pousses le variateur, tu éclaires de plus en plus la pièce. Bon, et ben la conscience, c'est ça. Je dirais, c'est, plus tu augmentes l'halogène, plus la lumière se fait, et l'ombre, elle est pas. Donc c'est pas une question de niveau d'études ni d'intelligence, hein, parce que l'intelligence peut être,
et on le voit, elle peut être au service de choses très négatives. Mais la conscience, elle est toujours lumineuse. Et en fait, le vrai progrès est un progrès de conscience. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur une échelle de 0 à 10, si 10 c'est la pleine conscience et la lumière totale dans nos esprits et donc sur la planète, eh bien, si c'était 10, je dirais qu'aujourd'hui, on en est à 5, 6, mais voilà, on est globalement une humanité sous-développée en termes de Mm. conscience. Donc, en fait, ce que l'on crée est du même niveau que là où on en est dans nos têtes. Voilà. Mm. On ne peut pas créer un monde plus lumineux que la lumière, ce qu'on a réussi à déployer de notre propre lumière. Donc, après, ce que tu dis, c'est que oui, on est complètement au bout d'un système. Mm. C'est-à-dire que ce système ne peut pas aller plus loin. Et je dirais, il est déjà malade à 8 milliards d'individus, mais à 50 milliards, c'est même plus une option. Je veux dire, elle se pose la question de la survie ou pas de l'humanité. Mm. Alors, elle pourrait disparaître, c'est pas un problème pour la Terre, hein. La question, c'est est-ce que nous, en tant qu'humains, est-ce qu'on est là par hasard ou est-ce qu'il y a un vrai sens à la présence de l'humanité sur Terre? Ouais, ça c'en est. Alors, tu parles beaucoup de cette notion de lumière. Donc, quand j'ai peint l'image catastrophique, peut-être j'aurais dû dire l'image noire, parce qu'en fait, on n'est Ouais, pas dans la lumière, on est dans le noir. Donc, tu fais un lien étroit entre la conscience et la lumière. oui. Et donc, est-ce que tu peux nous décrire davantage ce qu'il y a dans cette lumière? Enfin, on comprend qu'il y a des photons, etc., évidemment, physiquement, mais ça veut dire quoi cette lumière? On s'éveille vers quoi? Eh bien, on s'éveille à soi, mais avec un grand S, euh, qui est cette dimension spirituelle qui nous anime et qui est le qui je suis au cœur. Mais le qui je suis, non pas dans une définition, tu m'as demandé voilà, tout à l'heure de définir un peu qui j'étais, j'aurais pu prendre plein d'autres définitions, j'aurais pu Bien certains sûr. disent, voilà, je suis l'ostéopathe de l'âme, enfin je peux, voilà. Mais c'est-à-dire que nous sommes des êtres spirituels venus vivre une expérience incarnée terrestre dans le monde de la matière. Donc le spirituel est immatériel, le monde où nous sommes est un monde matériel. Et à l'heure où on parle de la raison d'être, j'ai vu que tu avais fait aussi des podcasts là-dessus, sur la raison d'être, sur la mission d'âme, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on est venu se réaliser sur Terre. Donc se réaliser en français, ça a deux sens. C'est se réaliser, c'est-à-dire réaliser cette lumière que l'on porte en soi et ce pourquoi nous avions décidé de venir sur Terre, et puis le réaliser en conscience, c'est-à-dire le redevenir conscient, parce que souvent dans le passage de l'immatériel à la matière, c'est-à-dire à notre naissance, cette conscience du soi s'est perdue dès le départ, avec toutes les couches d'éducation, de culture, de tout ce que tu veux. Mais revenir à cette conscience du soi qui est à la fois individuelle en tant qu'humain et collective, c'est-à-dire que par exemple une entreprise qui est un collectif, elle n'existe pas par hasard, une nation n'existe pas par hasard non plus, que ce soit tu vois, la Great Très Britain, abstrait. France, tout ça, Mhm. elles ont une raison d'être aussi, mais une raison d'être, c'est pas quelque chose qui va se chercher à l'extérieur, c'est pas un brainstorming marketing, hein. Mm. Tout est en soi, mais le soi, très peu de gens ont accès parce que ils se sont laissés emmener loin d'eux. Tu vois, c'est comme cette chanson de Michel Berger, je veux chanter pour ceux qui sont loin de chez eux. Voilà. Voilà. Donc en fait, on est tous lumineux au cœur, mais on est peu à être dans cette conscience de qui nous sommes réellement, ce dont nous sommes porteurs individuellement et ce pourquoi nous avions décidé de venir sur Terre, quelle expérience nous voulions vivre, et individuelle et collective. Et donc, ce qui fait que, bah, voilà, mais ce travail, il est là. C'est vraiment cette conscience spirituelle des choses. Et après, l'expérience terrestre, c'est l'incarnation du spirituel. C'est drôle, Nathalie, parce que les deux invités précédents sur mon podcast, et c'est certainement
mon écosystème et mon filtre aussi qui participe à ça. Mais j'ai eu Sophie Peters qui a parlé du plaisir d'être soi, l'avant-dernier et l'avant-dernière. Et le dernier, c'était Patrick Charnitsky qui a écrit Être soi en entreprise. Je sens, comme tu dis, il y a une espèce de mouvement sur le curseur, de ce besoin de se retrouver. Je dois dire que la manière que vous l'abordez, vous trois, si je prends, parce que c'est un peu dans mon, mon monde, mon univers, vous l'abordez très différemment, mais tout de même, il y a ce côté à la fin de se retrouver. Et parce qu'on sent bien, que ce soit le psychologue ou le bouddhiste ou le sociologue, on sent qu'on s'est détaché de soi. Et on a des apparences, ces masques dont tu parles. On a des besoins d'être identitaire, mais Ouais. donc être britannique, être français ou je sais pas quoi, parce que ça me donne une importance. Et Mm. tout au long du trajet, on a oublié, en fait, le soi intérieur, le moteur, l'âme à l'intérieur de nous. C'est ça, c'est ça. Et en fait, ce moteur-là, c'est la raison de pourquoi nous sommes venus. Nous avons décidé de vivre cette expérience terrestre. Et après, tous ces masques, tu sais, quand on parle de personnage, personae, en latin, ça veut dire masque. Hein. Mhm. Tu t'imagines le festival de Venise ou voilà. Et en fait, quand tu demandes aux gens qui je suis et qui te disent bah, je suis docteur ou je suis journaliste ou je suis quelqu'un qui aime ceci ou mes valeurs c'est cela ou c'est euh, euh, tout ça c'est rien. Enfin j'ai envie de dire c'est pas le qui je suis. Hein, c'est le Mhm. petit soi, c'est-à-dire l'identification à un personnage comme mon physique. Bon, de toute façon, un corps, c'est un véhicule terrestre parce que quand on vient dans le monde de la forme, forcément, on a une forme. Donc Mhm. notre corps, c'est notre véhicule terrestre. Mais qui habite le corps? C'est la dimension immatérielle. Et ce soi a besoin de se reconnaître au cœur pour être dans la pleine expression du soi. Et majoritairement, alors le bouddhisme dit par exemple que tout ce que ce que tu décris comme voilà, l'appartenance identitaire, communautaire, religieuse, nationale, culturelle, etc. euh, c'est des dimensions de l'ego au sens large. Voilà, c'est des choses du monde de la forme et qui n'ont aucune réalité intrinsèque. C'est juste une voilà, c'est une illusion de la forme. Voilà, c'est ça. Mhm. Le bouddhisme, c'est une illusion de la forme. Euh, et par contre, beaucoup de gens sont identifiés à la forme. Mhm. Voilà. Donc, d'où le problème pour la transformation. Parce que comme les gens, ils sont accrochés à la forme bah, et qu'ils ont perdu l'âme, bah, ils ne sont pas libres de la forme. Alors que si tu es connecté au grand soi, la forme que ça prend après, ça, on s'en fiche. Pourtant, l'être humain a besoin de titres. Parce que qui était là? Il y avait des hommes et des femmes. Hmm. Il y avait des Français. Enfin, on sent ce besoin. Et puis derrière ça, comme l'a exploré Patrick Charnitsky, c'est stéréotype. Et c'est comme ça qu'on fonctionne, Hmm. l'être humain. Et pourtant, pour avoir lu pas mal de choses sur la conscience, ça a l'air d'être quelque chose, comme tu l'as décrit en tout cas, qui est davantage vrai pour l'être humain et moins facile d'exposer ou de penser que c'est vrai pour l'animal. Ton point de vue là-dessus? Ah, je dirais que l'animal, c'est une forme. Un végétal, c'est une forme. Enfin, je veux dire, parce que tu parlais de protons tout à l'heure. Enfin, on est issu d'une même soupe. Enfin, je veux dire, et la physique quantique le dit. Si tu veux, tu as une soupe énergétique au départ. Alors, tu peux appeler ça Dieu, conscience, enfin, la source, l'esprit. Enfin, on y met le mot, l'étiquette qu'on veut. Mais de cette soupe qui contient tout l'univers des possibles Mhm. à un moment donné, une intention vient donner une densification à ces particules qui, du coup, elles sont tellement denses que ça donne de la forme. Bon, voilà. Et donc, mais on est de cette même essence du vivant. Donc,
on ne peut pas faire de séparation entre les espèces. Elles sont, on les sépare, enfin on les distingue, tu vois. En français, comme on est distingué, ça veut dire voir la différence de shape, hein, de forme, Oui. mais aller au-delà de la forme, c'est plutôt voir qu'est-ce qui est dans cette même unité, en fait. Est-ce qu'on pourrait dire ainsi que l'animal est plus proche d'une conscience de soi que nous le sommes en fait? Très bonne question. Faudrait que tu en interviewes, hein, ton podcast des animaux. Voilà, voilà. Non, mais enfin, disons que parce que la notion de la consciousness, la Yes. conscience, comme dit en Ouais. anglais, c'est quand même assez abstrait. C'est pas un élément physique par définition, c'est un concept, la conscience. Et nous, êtres humains, on met des mots pour espérer verbaliser ce que est la Oui. conscience. Et ensuite, il y a le soi. Enfin, moi, c'est quoi moi? Donc, je dois mettre des mots parce que l'être humain utilise des mots pour exprimer mon moi. Pas l'ego, mais quel est, comment on arrive à déterminer, définir, distinguer le moi qui suis moi versus toi, parce qu'on est différent. Oui. Écoute, si je devais faire une distinction entre l'animal et l'humain, alors je ne sais pas si ça va être clair, mais tu vas me dire. Imagine la conscience qui décide de vivre une expérience humaine. Donc, la conscience se projette dans le monde de la forme pour se donner à s'expérimenter dans la forme, et l'humain qui se reconnecte à cette conscience. Donc, le miroir, pof, et l'autre miroir. Tu Mhm. vois? Mhm. Donc, je pense que chez l'humain, il y a le double miroir. Alors, sauf qu'aujourd'hui, on a fait un miroir, mais euh, on demande que le miroir se reconnecte Connect. à l'esprit. Peut-être que, mais peut-être je ne peux pas répondre à ça. Moi, en tout cas. Peut-être que chez les animaux, les végétaux, il n'y a pas l'effet de miroir en sens inverse, tu vois. Mhm. Et peut-être que l'espèce humaine est en cela l'espèce qui est là pour que la conscience se revoie, tu vois, que Mhm. la boucle soit tournée. En tout Voilà. cas, ce qui est certain, c'est qu'on complique beaucoup les choses. Mm. Donc, il y a une autre notion qui m'intéressait, puisque j'aime beaucoup lire autour de cette notion de conscience. Aux États-Unis, il y a pas mal de mouvements à travers l'utilisation de psychédéliques pour aller chercher la conscience. Et en tout ça, il y a aussi Sam Harris qui explique que nous n'avons en fait pas de libre arbitre, que nous sommes tous conditionnés à faire ce qu'on va faire. Et ensuite, on pense que j'ai le choix de faire ce que je fais, mais au final, en fait, c'est juste parce que tu as été formaté pour être comme ça. Et donc, au total, dans une envie d'avoir des nouveaux dirigeants, comme le demande ton livre, comment est-ce qu'on peut arriver à convaincre les leaders de s'ouvrir sans avoir besoin de prendre une pilule psychédélique? Enfin, lire ton livre peut-être, mais quel est le Ah, frein pour que les leaders, parce qu'en fait, si on est arrivé là, le noir, et ils sont restés dans le noir, et ils n'ont pas encore eu le déclic. ouais. Alors, déjà, je dirais pas il, parce que je dirais nous tous. Hein. Donc le livre dont le sous-titre est quand même Leadership humaniste, il s'adresse à toutes les têtes. Donc nous avons une tête, hein, pour les reconnecter au cœur, c'est-à-dire dans cette conscience. Donc quand je parle des têtes, c'est tous ceux et celles qui sont à la tête. Mais être à la tête d'une famille, c'est déjà être à la tête, tu vois, par exemple. Mhm. Donc, alors le comment, c'est-à-dire que le premier leadership humaniste, qui est cette voie d'éveil de conscience et de transformation, hein, individuelle et collective, ça commence par la conscience du soi, en tant qu'individu ou en tant que collectif.
Mais si tu es à la tête d'une équipe, d'une fondation, d'une entreprise, peu importe, d'une association, d'une nation, d'une ONG, et puis si toi tu votes pour ces gens-là, ou tu suis ces gens-là, même dans l'entreprise ou autre, euh, si tu n'es pas dans la conscience de qui tu es et ce dont tu es porteur, tout ce que tu vas faire derrière sera dénaturé, sera dans une inconscience. Alors peut-être avec beaucoup d'intelligence, malheureusement, mais à côté de la plaque. Voilà. Donc la première des choses, c'est que déployer un leadership qui est un leadership fondé sur une conscience de l'ego et non pas un leadership fondé sur une conscience du cœur, de ce dont je porte au cœur, est de nature, de facto, un leadership qui est porteur de choses qui sont mauvaises et dont on se rendra peut-être compte dans 50 ans, 100 ans. Enfin, tu vois, quand je te dis qu'aujourd'hui, ce à quoi on assiste, mais c'est juste normal. C'est juste l'aboutissement du chemin qu'on a pris, tu vois. Moi, enfant, je me disais toujours, mais je m'étonne que les gens s'étonnent. Mais c'est juste normal, tu vois, puisque je questionnais la normalité ou la normalité. Si tu prends, je sais pas moi, si je décide d'aller en Angleterre et que je vois de la mer sur mon trajet, faut pas que je m'étonne, ça fait partie du paysage qui est cohérent avec cette direction que j'ai prise. Donc, en tant que tête, quand tu prends des directions, si elles sont pas basées sur de la conscience, mais sur toutes les dimensions de l'ego et une intelligence fondée sur cette conscience-là de l'ego, bah, tout ce que l'on fait, ça tient pas la route, même Alors, si on le croit. Oui. donc, parlons aux dirigeants. Enfin, c'est un peu Ouais. notre monde à tous les deux. Dirigeants typiques d'entreprise, on va dire. Ce que je cherche, c'est qu'est-ce qui fait que, malgré le problème de libre arbitre, oui ou non, ils vont changer. Ils, parce que nous, ils, car en fait, ils ont des contraintes de gouvernance, la performance, il faut faire tous les quarts. Et qu'est-ce qui va me vouloir m'ouvrir à mieux me connaître, mieux connecter avec mon soi? Si c'est pour en 50 ans avoir un problème, ça ne m'intéresse plus parce que je ne serai plus là. Donc, qu'est-ce qui aujourd'hui va me faire, allez, il faut que je comprenne plus mon soi, la raison d'être de moi dans cette entreprise et pourquoi je vais changer. Parce qu'aujourd'hui, on a beau eu ce genre de discours par le passé, ils sont restés, comme tu dis, dans le continu, restés dans le noir. Donc, Oui. qu'est-ce qui fait qu'on va chercher, et eux, ils vont contribuer à vouloir pousser notre curseur vers la droite, vers les 10. Bon, de toute façon, il y a un mouvement qui est global et planétaire qui va au-delà des individualités et qui fait qu'on est poussé à ça. Hmm. Donc aujourd'hui, on est poussé à faire un saut de conscience, C'est le saut quantique. individuel et collectif. Hein? Ton Jump. saut quantique que tu utilises. Voilà, un saut quantique de conscience. Donc, alors, tu n'es pas obligé de le faire et c'est là où tu as ton libre arbitre. Hmm. Mais, et là, et d'ailleurs, je ne suis pas d'accord, on a un libre arbitre parce que l'amour a été donné avec un grand A de qui nous sommes et avec le libre arbitre de pouvoir expérimenter et tester plein d'autres choses que cela. Si c'était pas ça, on serait juste des robots en train de, tu vois, sur Terre. Et c'est pas le cas. Donc, si on a le libre arbitre, euh, euh, il permet l'expérience aussi. Mais donc, il y a un mouvement global qui pousse à ça. Alors, moi, j'ai envie de dire, enfin, je vais prendre des exemples de personnes qui viennent à leadership humaniste et qui font le parcours. Qu'est-ce qui fait que ces personnes décident de le faire? Même si elles ne mettent pas des mots dessus, il y a cette envie, cette nécessité de se connaître
réellement. C'est-à-dire que les personnes, elles auront fait tous les tests, machin, tout ce qu'on peut bien faire dans les entreprises ou des choses comme ça. Bon, elles MBTI, développeront, machin. voilà, MBTI, comme ça on t'a bien mis d'autres cases. Tu vois, au départ, tu avais des étiquettes, c'est pas grave, on t'en a mis d'autres, mais au moins tu es parti avec ta nouvelle étiquette en rose fluo. Bon, mais il y a quelque chose qui s'éveille dans la conscience de la personne qui attend autre chose. Il y a un mal-être, alors il y a être à la tête d'eux, c'est quand même très difficile. Et j'ai envie de dire que pendant les 30 glorieuses, c'était quand même simple. Tu étais sur une seule route qui était incrémentale tout le temps. Aujourd'hui, c'est très, très, très compliqué parce que d'abord, les routes ne sont pas définies, elles sont à créer en permanence. Et si quelque chose chez toi n'est pas ancré, la conscience de soi, c'est l'ancrage pour vivre tout ce que tu veux sur Terre, mais c'est le seul réel ancrage. Et très souvent, ces dirigeants, il y a quelque chose qui peut sonner ça manque d'ancrage. Pour certains, ça peut être un sentiment d'imposture, mais c'est surtout ce que je fais, j'y trouve plus de la joie. Je suis sous un paquet de contraintes. Je n'y vois pas clair. Je sens que c'est pas juste. Et, et, et comme les temps nous bousculent là-dedans, on est quand même presque obligé d'y aller, même si certains y résistent. Alors, ceux qui y résistent complètement, bah, ils y résisteront et puis alors ils développeront encore plus peut-être de mal-être, de maladies, de malaise, etc. Mais voilà, donc il y a souvent quelque chose qui est de cet ordre-là. Et puis, après, comme on est dans une vraie période de rupture, bah, toutes les ruptures qu'on peut connaître, professionnelles, familiales, personnelles, tout ça vient nous choper, j'ai envie de dire, pour un impératif besoin de cohérence individuelle d'abord et collective. Tu vois, quand on parle de raison d'être des entreprises, il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas des raisons d'être, qui sont vraiment des raisons d'être avec une conscience au cœur. Ben, Tu on est vois, c'est d'accord. le truc qu'on Alors va se là, chercher à l'extérieur. Comment tu veux aligner, comment tu veux trouver de la cohérence en tant que personne, organisation, nation, si tu ne sais pas où est le cœur? Je veux dire, la cohérence, c'est quelque chose qui s'aligne par rapport au cœur. et donc, pour arriver à les convaincre, parce que ces leaders typiquement très rationnels, beaucoup de stress, beaucoup d'attentes de performance, ils sont arrivés là, ils ont fait 30 ans de succès. Pierre Belan de Sodexo, le PDG de Sodexo, je pense que c'est le titre, il parle de ce chemin pour lui et combien ça a été utile pour son entreprise. Et pourtant, si tu l'amènes tu vas mieux performer à l'entreprise, ça sent encore un espèce de chasse de noir au lieu de chasse de lumière quand on est juste pour faire mieux performer l'entreprise. Ça sent quelque chose d'un peu plus superficiel alors qu'on est en train de parler d'améliorer le monde, l'univers, faire quelque chose de mieux où il y a un plus grand mouvement. Mais notre réalité, c'est que l'entreprise a besoin de performer. Donc, l'argument clé d'aller chercher cette soi, une raison d'être qui résonne, qui est enivrant vie, qui est porteur, qui nous amène, qui nous donnera un héritage plus sain, plus glorieux. Mais qu'est-ce qui fait ils vont s'ouvrir à ça? Qu'est-ce qu'on peut apporter comme argument solide qui dit, ouais, bien sûr, oh putain, il faut que j'y aille. Euh, il n'y a aucune antinomie entre l'économie et la lumière. Euh, Comment dirais-je, l'économie, je dirais, une entreprise qui gagne des sous, c'est la moindre des choses parce que on est une entité énergétique, même en tant qu'humain. En tant qu'humain, si je dépense plus d'énergie que je ne me ressource, je vais être malade. Il y a un truc qui va pas dans ma gestion d'énergie. Donc l'argent n'est pas un souci. Si tu rayonnes de ta propre lumière, déjà le bien-être. Euh, euh, en tant que personne.
rayonner, être dans ta joie de vivre, mettre ton énergie, savoir ce dont tu es porteur et le déployer en grand avec toute l'entreprise. Réenchanter le futur des individus et des organisations. Et l'économie n'en suivra que d'autant mieux parce que aujourd'hui, quand on est dans quelque chose qui est juste et qui est sain, ça prend très peu d'énergie et ça prend aussi très peu d'argent. Tout ce qui prend de l'argent dans les entreprises, c'est les problèmes humains. C'est le fait qu'on soit insuffisamment déployé. Alors, on met de l'énergie, on met beaucoup d'ego pour essayer de résoudre des problèmes que l'on crée. Bon, bah, si on avait une autre conscience, on ne les créerait pas. Donc, il n'y aurait déjà pas besoin de toute cette énergie Mhm. pour les résoudre. Et puis, si c'était pas l'ego qui s'occupait des problèmes, si c'était l'esprit, c'est-à-dire une autre conscience de soi, les problèmes, ils seraient résolus de suite. Je veux Mhm. dire, nous, on s'attache beaucoup à les perdurer, nos problèmes. On a les mêmes depuis des décennies, des décennies, des décennies. Donc, euh, créer des entreprises en tant que dirigeant, être centré, être au cœur, embarquer sans problème. Tu vois, par exemple, sur le leadership, c'est quand même l'art d'embarquer les gens derrière soi. Mhm. Si ce n'est pas quelque chose qui est connecté au cœur, c'est pas avec des mots qu'on embarque les gens. La conscience des gens sait bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste, qui est faux. Donc en fait, ce leadership-là, de connecter au cœur, et pour soi et pour l'entreprise, et sa raison d'être, pareil, et comment on la déploie en grand et en cohérence, est quelque chose qui est extrêmement bénéfique, extrêmement joyeux, Mhm. extrêmement économique. Voilà. Et dans bénéfique, il y a bénéfice, il y a tous les bénéfices, en tant qu'individu et en tant que collectif d'individus. Voilà. Quelque part, ça soulevait la question que j'avais au tout début sur le progrès, parce que cette histoire de toujours plus, toujours mieux, c'est un peu pour moi une partie de la maladie, car en fait, c'est toujours plus pourquoi et le manque de raison d'être de notre monde. Et ensuite, enfin, j'ai adoré ta manière de décrire ce que c'est le leadership quand tu dis ben, il s'agit d'embarquer les gens, sinon tu n'es pas leader. Il faut Ouais. avoir des gens qui te suivent. Vas-y. Et vers un ailleurs, c'est-à-dire que c'est pas embarquer pour embarquer, parce que tu as du leadership qui peut être... alors déjà, tu as tous les leaderships fondés sur l'ego, donc ils sont extrêmement négatifs. Mm. Et puis, ça peut être, tu vois, par exemple, les gens qui disent le leadership, c'est le charisme. Je dis, oulala, attention avec des définitions comme ça, parce que si, euh, si mon leadership, c'est pour que c'est tourné vers moi, c'est extrêmement égocentré. Enfin, je veux dire, c'est Mm. manipulateur, c'est, tu vois. Donc, le leadership, c'est cette capacité à emmener, mais vers un ailleurs, hein, Mm. quelque chose de complètement nouveau. Voilà. Donc, ça, c'est du leadership, oui. Il y a une phrase que tu as écrite que j'ai adorée, j'ai noté, c'est nous sommes tous et toutes lumineux au cœur. Ce qui nous Ouais. distingue les uns des autres est seulement notre degré à laisser passer cette lumière et à la laisser s'exprimer de nous vers les autres, de nous vers le monde. Et puis tu termines avec Let the sun shine in, cette jolie, jolie chanson du film et de la R. pièce Hair, Ouais, que j'ai exactement. amené mes enfants à voir parce que j'y crois beaucoup à ça. Alors, donc, parce que là où je suis je suis un peu la bête noire, quelque part pour moi, c'est ce besoin de changer. Parce que ce qu'on voit, c'est que l'air du temps, beaucoup de consultants vont aller chercher, dire, ah, mais faudrait être humaniste. Donc, il y a une grande société cosmétique en France qui se dit, en Mm. fait, nous, on est hyper humaniste, on est people first. Et ils n'ont pas peur de dire ça. Ils disent qu'on est people first. Et ce n'est pas tout à fait le cas. Euh, Loin de là. Et donc, le problème, c'est qu'on va commencer à prendre ces mots parce que ça fait du bien, Ouais, c'est ça, très à la mode, c'est très c'est à la conceptuel. mode. Parce qu'en fait, il y a plein, enfin, je sens ce besoin. Donc, on va plaquer la raison d'être sur le mur avec les valeurs. Oui, oui, nous croyons dans nos meilleures ressources, c'est nos êtres, les êtres humains qui traitent nos employés, mais ça avance pas. Enfin, en tout cas, cette conscience, cette notion
de bien-être plus profond, solide, on n'y arrive pas. Oui, déjà parce que, alors tu as raison de dire il y a beaucoup de cosmétiques et d'ailleurs, l'entreprise dont tu parles est dans les cosmétiques aussi, mais il y a beaucoup de cosmétiques. C'est-à-dire que les gens voudraient aller chercher de la profondeur en superficie. Hmm, Et à un moment donné, il faut le faire, le chemin de la profondeur. hmm. Et là, il y a beaucoup de gens qui résistent à aller se trouver au cœur, voilà. Et Après, il c'est faut ça, cette résistance, en fait, c'est ça qui m'intéresse, c'est débloquer cette résistance. oui. Alors, bon, déjà, il y a des gens qui sont plus attachés à leur résistance qu'au bien-être, Hmm, bien qu'ils s'en défendent. Donc, cela, je suis désolée, mais ça sert à rien d'essayer de perdre du temps et de l'énergie. Il y a rien à convaincre, si tu veux. Il y a hmm. rien à convaincre. C'est un moment donné où la conscience se réveille à minima chez des personnes qui se disent mais il y a autre chose, il y a une dimension. Là, ça va pas. Pourquoi ma vie elle est comme ça ou pourquoi mon quotidien est personnel, professionnel, peu importe. Hein, tout ça est une même chose. Pourquoi notre entreprise est comme ça ou pourquoi notre nation. Bon, toi, tu es en Angleterre, moi, je suis en France. Je veux dire, quand on a des sociétés qu'on a, est-ce qu'on peut parler d'évolution de l'humanité? Enfin, je veux dire, on a tous les pays de la planète sont dans un état, mais c'est attristant. C'est ça la lumière que vous voyez. En fait, c'est exactement le film Avatar, tu vois, où tu as la population des navis sur la planète Pandora, qui est un autre degré de conscience, Mhm. et la population de la Terre, qui est notre population à nous. Et nous, on se croit super évolués, mais on ne l'est pas, on ne l'est vraiment pas, voilà. Et on s'est accordé de toutes nos maladies, de toutes nos violences individuelles, collectives, que ça soit dans la rue, que ça soit des attentats, mais il n'y a même pas besoin d'aller sur des degrés aussi extrêmes que les attentats, voilà. Donc cette évolution, donc des gens qui ne sont, il y a des gens, ils resteront dans le noir et c'est un choix qu'ils font, ça leur appartient. On perd pas de temps avec ça. Par contre, si chacun fait une évolution individuelle, tu ne votes plus pareil, tu ne vas plus travailler dans les mêmes entreprises, tu ne suis plus les mêmes personnes, si tu as une fonction de manager ou de dirigeant, tu ne le fais plus de la même façon. Donc, plus tu déploies ta lumière, plus tout ce que tu penses, tout ce que tu agis, tout ce que tu fais, tout ce que tu décides est teinté de ce nouveau degré de conscience que tu as acquis. Donc, Mhm. c'est en ça que les choses deviennent lumineuses naturellement, de facto, tu vois. J'aime apprendre cette phrase qui dit que le futur est l'enfant naturel du présent. Hein. Donc, il ne s'agit pas de réfléchir pour les générations futures. On n'y sera pas dans le futur. C'est de soi-même être déjà dans une évolution de conscience. Après, plus tu évolues ta propre conscience, et qui commence par sa conscience de soi, moins tu te laisses berner par des entreprises ou des fournisseurs de labels entreprises humanistes ou machin, etc., ou tous ces porteurs de mots et de concepts dont on se fait des spécialités, notamment en France, je ne sais pas comment c'est en Angleterre, mais le français est très intellectuel, aime beaucoup les concepts. C'est vrai. Hein, Enfin, les Français sont très forts en concept, je dois avouer. ouais, mais le problème, c'est qu'un concept, le concept confine à l'idéologie, parce que une idée qui n'est pas mise en œuvre et incarnée, et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, tu as beaucoup de gens qui disent oui, oui, alors l'humain au cœur, c'est super, faut remettre l'humain au cœur. Oui, très bien. Donc, ça commence par déjà, toi, est-ce que tu t'es trouvé au cœur? Est-ce que tu as pu le nommer ou pas? Toi, le parcours leadership humaniste, on commence par ça. Pareil pour l'entreprise. Hein, et c'est pas un truc cosmétique qu'on va chercher. Et après, c'est se voir au cœur, se voir en grand, c'est-à-dire ce dont nous sommes porteurs en grand, c'est déjà écrit inside. C'est pour ça que But tu you have parles to de la look at it reconnaissance. inside. Oui, toi, tu parles de la reconnaissance plus Oui, que la connaissance de soi. oui, c'est pas de la connaissance, c'est de la conscience. Donc c'est re-connaissance. C'est-à-dire je me reconnais. Mhm. Et quand on met, et alors on met un mot dessus, on met un nom, tu vois, ça fait parce que alors c'est pas moi qui ai dit au début était le verbe, hein, il y en a eu un autre avant moi qui l'a dit, mais c'est pouvoir nommer, c'est donner à voir aux autres aussi. Et ça, c'est très important. Mais après, c'est plus je me nomme, je suis comme ci, je suis comme ça, je suis Nathalie, je suis sympa ou pas sympa, ou j'en sais rien. Enfin, bon, j'ai les yeux bleus, j'ai les trucs, voilà. Je suis mariée, j'ai 2 enfants. Enfin, oui, and so what? Tu vois, c'est très bien. Mhm. Très bien. Mais, et donc, cette reconnaissance permet cette reconnexion à soi.
Mhm. Et là, mais tu rentres dans une autre dimension et tout ce que et ta vision va être différente. Et dans, tu vois, pour les entreprises ou les nations, dans cette conscience de soi qui est se voir au cœur, le en grand est déjà contenu. Mhm. Et il y a la vision. Qui je suis, moi? Nathalie Rodari en grand, c'est quoi? C'est qui? Minter Dial en grand, c'est-à-dire toi déployé dans ta pleine dimension, c'est quoi? Pareil pour la France, pareil pour l'entreprise. Donc en fait, le en grand, c'est juste le jeu de la forme, mais il est contenu au cœur. Et quiconque n'a pas fait ce chemin, qui est un chemin spirituel, hein, mais très concret, et qui n'a pas besoin de 10 ans pour ça, nous, on éclaire de suite. Voilà, la lumière, on l'allume. Bon, après, il y a le chemin pour incarner et déployer cette lumière au monde. Mais voilà. Et comme tu as dit aussi, verbaliser, parce que c'est comme ça qu'on communique, et ça se transporte. Et Oui, j'ai envie de citer ma chanson préférée classique, qui est de la cantique de Jean Racine, qui commence par verbe égal au très haut. Et combien on a besoin quand même de communiquer, utiliser ces verbes pour exprimer, pour communier avec les gens, pour les embarquer vers cet endroit, parce qu'il faut exprimer vers où on va quelque part, parce que, enfin, même si c'est un voyage, et c'est juste oui, le voyage qui est intéressant, oui, il y a cette notion de devoir embarquer vers cette destination. Et je voudrais oui, juste terminer sur un dernier point, Nathalie, car en fait, sur cette notion qui est aujourd'hui une loi pacte en France, besoin de raison d'être de l'entreprise, c'est un sujet qui me trottine beaucoup dans la tête. Tu traduis à un moment donné la lumière et raison d'être en forme de métier. Tu dis que tu peux avoir ta lumière, une raison d'être, mais tu peux avoir beaucoup de métiers pour exercer cette raison d'être. Et j'ai trouvé ça très concret. Or, je suis patron, je suis là où je suis. Et ma question, c'est combien est-ce qu'on peut rétrofiter donc, je suis là, car en fait, dans ma tête, si juste je fais le pont entre moi et où je suis, ça peut suffire. Car en fait, c'est comme des histoires de marques, des entreprises. Ils ont pas une histoire encore, ils viennent de démarrer. Donc, ils créent et il y a une expérience. Et ensuite, on revoit l'expérience et ensuite, on nomme, on donne une verbe à cette expérience pour dire, voilà, notre histoire, c'est ça. Et puis, c'est juste la description de cette histoire qu'on a envie de choisir, parce qu'on a fait plein d'autres choses, mais on choisit ça et ça, on met en lumière, on dit, voilà, nous, on est ça. Donc, on rétrofit l'histoire de notre marque une fois qu'on a eu l'expérience. Maintenant, je suis patron ou patronne de l'entreprise, j'ai mon titre, je fais ce métier. Est-ce que une fois que je me connais, je reconnais, je reconnecte avec le moi, il s'agit de rétrofiter quelque part comment est-ce que je fais? Je dois assainir et redémarrer à zéro, ou je peux juste trouver un pont entre le moi, et si j'ai fait le grand travail profond, et là où je suis. mhm. Alors, je vais essayer de répondre. Euh, bon, déjà, tu peux créer une entreprise, toute activité, avec cette conscience du soi qui fait que tu n'as pas besoin de rétrofiter. Oui, ça serait le OK. mieux. Oui. Donc, c'est ce que j'explique aux gens. Bon, écoutez, c'est bien de rétrofiter, mais là, on n'a plus l'occasion de rétrofiter. Hein. Alors, donc, partez avec cette conscience, éclairez cela dès maintenant, parce que ça vous permettra, dans votre expérience, quelle que soit la route que vous allez choisir, d'agir en conscience. Si on rétrofite, c'est qu'on a fait des choses en non-conscience. Mm. Voilà. Après, quand tu as ce soi, euh, après, c'est le jeu de la forme. Et Voilà. l'expérience terrestre est ça. Et ça, il faut être libre de la forme. Moi, par exemple, quand je chante sur scène et que je chante mes chansons, avec qui sont des modes d'emploi humanistes,
les textes que j'écris. Bon. Quand j'écris des livres, bon, il y a celui-là, mais Leadership Humanisme, il y a aussi un roman que j'ai écrit qui est un roman miroir sur la conscience de l'âme. Bon, j'en ai fait d'autres. Quand je crée mes entreprises ou je travaille avec des dirigeants ou autres, c'est toujours le même soi qui agit. La forme change, c'est tout. C'est que la forme. Et puis si un jour j'ai plus envie d'écrire des livres, bah, cette forme-là, je la prends plus. Ou si j'en trouve une autre, ou enfin, tu vois. Donc le jeu de la forme n'est qu'un jeu de la forme. Et là, je dirais que c'est l'immense infinité créative du monde qui fait qu'on peut créer toutes les formes que l'on veut à l'infini, pour autant qu'elles soient en cohérence avec le qui je suis au cœur. Voilà. Et on pourrait dire que pareil pour une entreprise, quand elle a sa raison d'être et qu'elle soit juste, alors sa raison d'être, qu'elle soit juste et qu'elle soit juste nommée, pour reprendre le verbe. Hein, parce qu'il suffit que tu changes un ou deux mots, tu n'as pas la même boîte, tu n'as pas la même stratégie, tu recrutes pas les mêmes personnes, tu développes pas pareil, c'est pas la même route. C'est structurant. Ouais, il faut que ça soit juste bien vu au cœur et trouver les bons mots. Hein. Très souvent, dans ce qu'on fait, nous, les gens disent, mais c'est exactement ça, tu vois. C'est-à-dire que le mot traduit avec toute la subtilité ce ça. Eh bien, l'entreprise après, d'ailleurs, on travaille sur l'exemple de l'entreprise Deco, d'ailleurs, parce que beaucoup de gens la connaissent, mais après que l'entreprise, elle fasse des vélos, des abribus, etc., c'est juste une des formes que peut prendre la raison d'être. Tu vois. Et puis des fois, tu as des entreprises qui se perdent, enfin des fois, c'est même assez souvent, qui sont perdues de vue de telle sorte que, je sais pas, par exemple, je le cite dans le livre, mais à un moment donné, la société Unilever, elle avait, mais je ne sais combien de milliers de produits. Mais ça allait des lessives à la margarine, en passant par les glaces ou le thé. La cosmétique voilà. aussi. Voilà, donc si tu veux, c'était à boire et à manger. Bon, donc quand les gens perdent le sens, c'est qu'ils sont déconnectés du cœur depuis très longtemps. Hein. Et d'ailleurs, il y a ce mot en anglais, enfin oui, en anglais, on dit the core business. Hein, c'est revenir au cœur, mais le cœur, en fait, c'est une conscience qui n'est pas sémantique, c'est une conscience spirituelle. Et c'est ça qui est important. Et après l'incarnation, le jeu de la forme, c'est l'incarnation en cohérence de cela. Voilà. Mais ça demande tout un parcours pour cette vision au cœur et cette incarnation en cohérence. Parce que des gens peuvent aussi avoir eu cette vision au cœur, mais après, dans la manifestation de ça, ils ne sont pas en cohérence. Voilà. Alors, tu as aussi dans des boîtes où les gens, ils ne voient pas le sens, ils ne voient pas la cohérence. Et puis, tu as parlé, Minter, d'un truc qui est très essentiel. Tu as parlé de la communication. Le leadership, il faut avoir des sacrés talents de Les salons, communication. c'est sympa comme... Salon, t'aimes bien salon? Le salon, les salons. Le salon. Écoute, voilà un nouveau mot pour dire, mais écoute, c'est un résumé des sacrés talents. Voilà. Et donc, il faut avoir des salons de communication, mais qui vont pas passer par des cours de prise de parole en public. Là aussi, ça suffit. Enfin, je veux dire, c'est quand tu touches du cœur, c'est comment tu arrives à donner à voir. Hein, une vision d'entreprise, c'est une vision, c'est visuel. C'est pas des PowerPoint avec des mots, c'est pas plus 25%. C'est pas ça. C'est pas une vision, ça. Et c'est pas des programmes. Un programme n'est pas une vision. C'est la to-do list qui sert à parcourir le chemin, si tu veux. Mais voilà, c'est ça le programme. Mais la vision, c'est la donner à voir de telle sorte qu'elle soit tangible, qu'elle soit désirable et qu'elle soit juste. Parce que si tu n'es pas capable, si toi tu ne vois pas où tu veux emmener les gens. Steve Jobs, il voyait très bien son iPad, enfin le iMac, enfin Coco Chanel, elle voyait très bien les nouveaux vêtements, elle les dessinait. Donc on est bien dans l'ordre du dessin, hein, de la vision. Et après, de comment, par mes mots, mais partout, c'est-à-dire tout parle chez moi, ma voix, ma posture, tes yeux. Les yeux, enfin voilà, tout part chez une personne dans sa communication pour qu'elle réussisse à donner à voir ce qu'elle porte et que ça soit tangible, concret, visible, désirable pour les gens. Mais c'est pas un jeu de passe-passe sémantique. C'est-à-dire que si tu n'es pas aligné au cœur, eh bien, toute cette dissonance vont se sentir.
Et du coup, les gens, ils peuvent se dire, bon, bah, alors, je me retourne, mais il n'y a personne qui me Hmm. suit. Ah oui, ils veulent pas bouger, oui, ceci, ils veulent pas ça. Bah oui, mais des fois, ils veulent pas bouger, ils ont des bonnes raisons de pas vouloir bouger. Parce que ils ne voient pas, ils ne sentent pas, ou ils ne sentent pas la cohérence non plus, tout ça. Donc, la communication ou l'expression est très, très, très importante, mais dans quelque chose qui est juste et qui est porté d'une autre dimension de soi, hein. Je te fais le signe ici sur le cœur, mais qui n'est pas trouver des jolis mots. Hmm. Oui, alors, tu vois, il y en a, ils disent, bon, leadership, c'est être bienveillant. Bon, à l'inverse, est-ce que quelqu'un qui est bienveillant a du leadership? Enfin, tu vois, ça n'a pas de sens. Hmm. C'est- Ou alors, si ça a un Et sens, c'est que bienveillant veut dire bien voir, en fait, c'est ça. ouais, j'ai parlé avec Patrick Czarniski de la place de l'émotion. Et Ouais. pour en terminer, je pense que on a quand même un long chemin devant nous. Je ne sais pas si on est à 5 ou 6 sur le radar, mais quand on regarde la qualité intellectuelle qui est prisée pour la recherche de candidats pour un emploi, évidemment à l'école, où est la place pour l'émotion? Parce qu'en fait, si on n'a pas plus d'émotion, c'est juste impossible de trouver cette cohérence en soi. Et quand on Mm. s'exprime, quand même on utilise les justes mots, si ça ne résonne pas dans le fond de mes poumons Ouais, et que l'incarnation. ça se sent, Exactement. et si on n'est pas Exactement. capable de s'ouvrir à ces émotions, quitte à s'ouvrir à nos vulnérabilités, nos imperfections, et donc touche à l'image. Aujourd'hui, on est loin de là, il me semble. On a un grand chemin. Beaucoup de gens Mm. devraient lire ton livre, Nathalie. Comment est-ce que tu souhaites être contactée ou pas, ou suivie, chercher tes livres y inclut ton roman, ou t'embaucher pour parler de ce sujet important? Bah déjà, leadership-humaniste.com, il y a le site, il y a les livres et puis il y a le parcours aussi qui existe pour ceux qui veulent le faire. Pour ceux qui veulent goûter déjà, bah, le livre Leadership Humaniste permet pour 17 € de goûter sans trop s'engager, sans s'engager, Mhm. j'ai envie de dire. Ceux qui veulent aller plus loin, on a des modules comme l'atelier Raison d'être et mission d'âme qui dure une journée. Ça permet aux personnes de faire un sacré voyage en conscience et d'incarnation aussi, enfin concret, sans aller plus loin. Et voilà, si après les gens se disent bon, je vais aller plus loin, il y a le parcours qui existe. On fait aussi des enseignements du Nouveau Monde que j'ai fait là récemment avec Sophia Strill-River, la biographe du Dalai Lama. Donc il y a plein de manières de goûter à ça qu'on peut retrouver sur le site et on peut s'inscrire aussi à la newsletter. Et puis, s'il y a toute personne, dirigeant ou autre, qui veulent savoir si ce parcours est pour eux ou qu'est-ce que c'est, ou qui veulent avoir un diagnostic, très volontiers. Donc, ils me contactent et c'est tout à fait gratuit et 45 minutes d'échange en tête à tête. Avec ces personnes. Voilà, donc pour me contacter, bah, il y a un email qui est nrodary, comme Nathalie, Rodary, RODARY, @asary, a2sary.fr. Bah, Voilà. parfait. Je mettrai tous ces liens dans les show notes et je te remercie, Nathalie. C'était un plaisir d'échanger, de regarder comment on peut ensemble amener un nouveau type de leadership sur ce beau chemin. Oui, et je te remercie du fond du cœur, Minter. D'abord, je suis très heureuse d'avoir pu rééchanger avec toi il y a bien longtemps. Et puis, ce que tu fais est précieux. C'est précieux parce que quand c'est fait avec le cœur, tu permets de donner à voir et de donner accès à des choses qui sonnent justes pour les gens. Parce que dans un monde qui est chaotique, il y a beaucoup de leadership ou beaucoup de gens qui parlent, mais il y en a qui emmènent dans des mauvaises directions et d'autres qui emmènent dans les bonnes. Et il faut donner du GPS et des repères qui soient justes pour les gens. Voilà. La bonne Donc ce que boussole. tu fais, voilà, la bonne boussole. Donc ce que tu fais, il contribue. Et pour ça, ton leadership humaniste, Minter, est précieux. Let the sun shine in. Merci, Let the Nathalie. sun shine in, that's it. Un grand merci. Merci de nous avoir écoutés sur Minter Dialogue en français. Vous trouverez tous les liens et références cités lors de cet entretien sur mon site minterdial.fr. Pour vous inspirer, je vous laisse avec une chanson que j'ai écrite dans ma jeunesse, A Convinced Man,
around me, precipitating the danger. To feel free, trust is the reason. Still I won't toe the line. I sit here passively, hope for your respect, anticipating the thrill of your intellect. Maybe I tell myself there's no use in me lying. I'm a convinced man building an urge. I'm a convinced man to live and die submerged. A convinced man in the arms of a woman. I'm a convinced man, challenge my fate. I'm a convinced man, competition's innate. A convinced man in the arms of a woman. Despise revenges and struggle with deceit. Live for the challenge so life's not incomplete. What's wrong with challenge? I know soon we all die. I like the feel of a stranger tucked around me, precipitating the danger. To feel free, trust in my reason, and let me show you why. I'm a convinced man, practicing my lines. I'm a convinced man, here in these confines. A convinced man in the arms of a woman. I'm a convinced man, admit to the test. I'm a convinced man.